Bonjour à nouveau. Je pense qu'avec l'intervention de Didier Kernel, vous avez eu l'occasion de vous rendre compte que dans la mouvance transhumaniste, on ne rencontre pas que les personnes dont on a parlé, par exemple, ce matin. Parce que pendant assez longtemps, on a pu dire sans trop se tromper que les transhumanistes, ils apparaissaient vraiment comme indifférents à la question écologique. Max More, dans sa fameuse lettre à Mère Nature, est-ce qu'il ne semble pas surtout vouloir se débarrasser de toute contrainte environnementale, mais d'un revers de la main, quoi. En 2015, ce n'est pas si loin que ça pour moi, une étude suisse signée par quelqu'un que vous connaissez bien à Caen, qui est Gabriel Dort, enfin, en compagnie avec son collègue Johan Reduit, se demandait, non sans argument, ce que le transhumanisme avait à proposer comme alternative aux multiples crises écologiques contemporaines. Depuis, il me semble assez clair, enfin, je prétends, que au moins les plus progressistes des transhumanistes, et je vais dire ceux qui s'identifient eux-mêmes comme techno-progressistes, je préciserai comment j'entends ce terme, ont fait valoir et approfondi leur position à ce sujet. Alors, je précise toujours tout de suite, quand même, ici, on mettrait un tiret, si vous voulez, entre techno et progressiste. Il ne s'agit pas de ne s'intéresser qu'au progrès de la technique, c'est le contraire. Il s'agit de miser sur la mise à disposition de la technique en faveur du progrès humain. Bien sûr, il n'y a pas de progrès qui soit sans progrès humain. Du point de vue des technoprogressistes, il n'y a pas de contradiction nécessaire entre le transhumanisme et l'écologie. Il n'y a même pas de contradiction nécessaire entre le transhumanisme et la décroissance. Il faudrait voir exactement qu'est-ce qu'on met derrière ce terme. Didier Kernel vient de l'utiliser. Personnellement, j'ai commis un ou deux articles également à ce sujet-là. Je pense qu'au contraire, écologisme et transhumanisme, voire mouvement décroissant et transhumanisme, auraient des choses à se dire et l'un pourrait épauler l'autre pour certains aspects bien précis. Parce que pour atteindre une certaine forme de décroissance, il faut certaines formes de technologie et celles proposées par les transhumanistes, à mon avis en tout cas, peuvent aider, et c'est la même chose pour l'écologie, on va y revenir. De manière générale, il est clair que donc pour les transhumanistes, pour la quand même grande majorité des transhumanistes aujourd'hui, il ne saurait y avoir de progression transhumaniste sans environnement suffisamment équilibré au minimum. Donc, la préoccupation environnementaliste, disons, environnementale, elle est maintenant bien présente. Simplement, là où l'approche environnementaliste ou écologiste ne propose habituellement que de s'attaquer, ou surtout de s'attaquer aux comportements économiques, aux modes de production ou de consommation, aux aspects culturels, l'approche transhumaniste, elle invite à ajouter, je dis bien à ajouter, pas à remplacer, à ajouter dans l'équation le facteur de la biologie humaine, comme il en était un petit peu question ce matin. Alors, cela dit, il est clair que certains transhumanistes, notamment certains des plus connus, je pense à un Ray Kurzweil ou à un Peter Diamandis, prônent l'abondance. Encore une fois, on l'a vu ce matin. On pourrait encore citer d'autres auteurs qui vont dans ce sens-là. Ils misent alors, sur l'intelligence artificielle, sur la fusion nucléaire, on a parlé du minage des astéroïdes, etc., pour sortir de cette crise des limites en quelque sorte. Mais en parallèle à cela, eh bien, d'autres ont intégré la pensée écologiste et je pense qu'ils commencent à l'avoir démontré avec Didier Kernel notamment. Je rappelle, Didier Kernel, je me permets de rappeler qu'il est membre depuis quelque chose comme 30 ans, Didier me corrigera, du parti écologiste belge Écolo, ça signifie, je pense, quelque chose. Donc, nous avons ensemble contribué à la rédaction de ce que nous avons appelé une déclaration viridienne. Viridienne, vous savez, cette couleur entre le vert et le bleu,
Donc, si vous voulez, vert de l'écologie et bleu de la technologie. Et puis, on l'a décliné sous la forme d'un colloque international où sont venus participer d'autres transhumanistes comme James Hughes, comme Natasha Vitamont, etc., qui ont donc également montré leurs préoccupations et qui ont contribué à la mise à jour de la première déclaration. Je me permets de très rapidement, je vais le faire 2-3 fois, vous citer un passage de ce texte. Le préambule dit « Un avenir technoprogressiste ne se conçoit pas dans les années à venir, enfin que dans un environnement indéfiniment durable. Le changement nécessaire pour qu'il se fasse vers le haut nécessite des progrès technologiques et des modifications sociétales profondes. Pour cela, devenir plus humain en nous améliorant nous-mêmes est un atout. Les transhumanistes technoprogressistes considèrent qu'il est indispensable de modifier nos comportements pour arrêter le réchauffement climatique, la chute de la biodiversité, etc., l'utilisation des ressources non renouvelables. Mais à partir de ce texte, évidemment, on se pose la question comment est-ce qu'il est envisagé de modifier notre comportement, donc d'un point de vue transhumaniste. À la batterie de mesures habituellement envisagées, donc qui sont en général des mesures réglementaires, on a vu, économiques ou éducatives, les transhumanistes invitent chacun à travailler directement sur la biologie de l'humain qu'il est. Je dis bien à chacun. Et notamment à partir de l'idée qu'il est plus facile, plus rapide, et sans doute plus réversible, de modifier un humain que la planète. Au passage, certains transhumanistes se sont intéressés aux hypothèses de la géo-ingénierie. Il y a de forts débats en interne au sein du mouvement à ce sujet et évidemment, certains mettent en question le fait que la géo-ingénierie, c'est la plupart du temps joué au docteur Folamour parce qu'on n'a pas de planète B, on n'a pas de planète expérimentale et que donc les effets seraient très probablement irréversibles. Néanmoins, je recite la déclaration viridienne, elle précise « L'idée de transformer les humains eux-mêmes pour les adapter à un environnement changé, on a entendu l'hypothèse également ce matin, elle ne nous paraît pas souhaitable dans un avenir prévisible, mais surtout, il est absolument impossible de réaliser cette hypothèse à court terme, parce que techniquement, on n'est pas au point. Je précise. Alors que les changements, ils débutent déjà maintenant. Premièrement, l'humain tel qu'il est, lui, d'abord, il peut vivre dans une gamme de températures assez variée, même si, en effet, à 55 degrés, comme on disait ce matin, ça commence à se compliquer, mais enfin, il y a de la marge. Deuxièmement, nous adapter serait encourager des changements plus dangereux. Je fais référence à l'effet rebond, là également, qui a été cité ce matin. Troisièmement, la perspective de politique coercitive pour parvenir rapidement à un tel résultat, c'est-à-dire changer de manière collective, imposer aux gens de changer ou d'adapter leur biologie, serait inacceptable pour des démocrates. C'est la déclaration viridienne qui le dit. Donc, avec tout cela, qu'est-ce qu'il reste à proposer aux transhumanistes qui pensent applicable dans ce cadre? La première et principale proposition transhumaniste en termes d'écologie, c'est encore une fois celle à laquelle Didier Kernel a fait allusion tout à l'heure, c'est la lutte contre le vieillissement. Vous avez entendu ce qu'il a dit, il y a plusieurs, vous allez me dire, d'une part des hypothèses, mais d'autre part, il y a un certain nombre de faits qui sont déjà acquis. Les démographes, pas les transhumanistes, nous montrent qu'à partir du moment où un pays atteint un certain niveau de développement et que sa population peut vivre plus longtemps et de manière globale, quoi qu'il ait été dit, plus longtemps en bonne santé, eh bien, pour des raisons sociétales, le nombre d'enfants moyens par femme diminue et à terme, la population également diminue, ce qui entraîne tout simplement des effets numériques de baisse de la consommation. Même si, on a bien dit tout à l'heure, on peut avoir d'autres effets de consommation, donc des transferts de formes de consommation, mais à niveau de développement égal, la baisse de la population, mathématiquement, peut se traduire par des baisses de consommation. Ça, c'est un aspect. Un autre aspect auquel il a été un petit peu fait allusion également, c'est celui de la modification de la préoccupation pour notre propre avenir. Ça n'est pas la même chose de se prolonger, pardon, excusez-moi, de se projeter
du point de vue de la santé de la planète, à 2-3 générations ou à 4-5 générations en avance. Dans la perspective d'une durée de vie en bonne santé, d'une durée qui deviendrait de plus en plus longue, voire à terme quasi indéfinie, c'est-à-dire qu'on ne saurait plus exactement si on devrait avoir une durée de vie de 80 ans, 100 ans, 120 ans, 150 ans, 200 ans, on ne serait plus sûr, eh bien, on ne pourrait plus dire « après moi, le déluge ». À toutes ces fins, pour revenir, pour essayer quand même de ne pas trop s'éloigner d'un des thèmes centraux de, excusez-moi, je suis court, de notre préoccupation, eh bien, l'utilisation de l'intelligence artificielle, elle peut être utilisée dans des domaines nombreux et on peut se dire quand même sans doute de plus en plus nombreux. Je reviens encore une fois à la déclaration viridienne. Elle dit « L'utilisation efficace de l'intelligence artificielle permet déjà l'automatisation, l'optimisation de process de production, de biens industriels et de consommation avec de moindres demandes en énergie, en matières premières, un meilleur recyclage, etc. » On a abordé très vite les applications dans le domaine de la santé je trouvais, en les balayant un peu vite, du revers de la main. C'est vrai que par rapport à certaines espérances du début, eh bien, comme souvent, hein, il y a des effets d'annonce et puis après on dit ah mais vous voyez, on a fait tout un foin mais finalement ça n'est pas applicable. En réalité, la technologie ne fonctionne pas comme celle-là. Il y a des succès, il y a des échecs, il y a des retours en arrière, mais au fur et à mesure, la technologie, eh bien, elle s'améliore. Je pense que ce qu'on est en train de faire, par exemple, en termes de calcul de repliement des protéines et tout ce que ça peut donner à espérer, oui. En termes de mise au point de nouveaux médicaments, il faut voir donc qu'est-ce qui sera possible. Je vais rajouter une autre piste qui me semble particulièrement importante sur le moyen ou sur le long terme et qui peut avoir des impacts en termes environnementaux. C'est la piste de l'amélioration mentale, traduction de ce que les anglo-saxons appellent moral enhancement. On devrait dire, je préfère comme traduction, amélioration des prédispositions comportementales. Cela signifie, à mon avis, que nous devons faire porter la priorité très fortement dans les neurosciences. Il faut investir massivement dans les neurosciences, encore bien plus que ce qu'on le fait jusqu'à présent. Il faut enseigner les neurosciences à divers degrés. On peut très tôt se préoccuper d'enseigner, par exemple, les biais cognitifs. C'est une forme de science de tout ce qui est neurologique. Là aussi, je me permets à nouveau de citer la déclaration viridienne. Elle dit « Il paraît probable qu'une part de nos comportements écologiquement irresponsables, comme la tendance à l'accumulation, à l'avoir, la limite de nos capacités de projection ou d'empathie, etc., proviennent de prédispositions mentales que nous avons héritées des conditions de vie paléolithiques. Si nous parvenons à développer suffisamment les neurosciences, nous pourrions être capables de proposer à chacun de faire le choix, en toute liberté, de mieux contrôler, voire d'améliorer ses prédispositions. L'utilisation de l'intelligence artificielle dans ces domaines, eh bien, elle me paraît tout à fait prometteuse. Ce lundi, vous avez pu voir sortir dans Nature Science un exemple d'application donc par l'identification permise par l'intelligence artificielle de la reconnaissance de patterns de processus de pensée, ici dans le cas précis d'une dépression qui donc ensuite par des implants eh bien, est contrôlée par donc, de la stimulation transcrânienne. Quel droit des générations futures à partir de ces quelques considérations? Je voudrais faire remarquer que d'une certaine manière, vous et moi, nous constituons, il me semble déjà, les générations futures par rapport, par exemple, aux générations du 19e siècle. Et même, on pourrait dire, à partir du moment où plusieurs générations cohabitent, les plus jeunes sont en quelque sorte les générations futures des plus anciennes. Ceux qui ont 20 ans auront 80 ans dans le futur et ils sont les générations futures pour ceux qui ont 40, 60, 80 ans qui sont devant eux. Pourtant, ne serait-il pas absurde
de prétendre pouvoir se retourner, par exemple, nous, contre les générations du 19e siècle, pour leur faire assumer la responsabilité des pratiques écologiquement désastreuses des deux dernières révolutions, des deux premières, ne serait-ce que des deux premières révolutions industrielles. Il me semble qu'il y a quelque chose à réfléchir. Je pense que nous pouvons déjà réfléchir à tout cela dans le cadre du présent, encore davantage que dans le cadre du futur. Par contre, si vous voulez penser le transhumanisme, comme est l'intitulé de cette mission dans laquelle prend place ce colloque, eh bien, les transhumanistes, ils nous invitent à penser au fait qu'il existe une petite probabilité, encore une fois, pour que vous et moi, nos enfants, fassions également partie des générations encore présentes, pas seulement dans 20 ans, 30 ans, 40 ans, mais peut-être encore beaucoup plus que ça. Il était commun que 3 générations vivent sous le même toit. En 3 générations, la projection était sans doute pas si énorme. Aujourd'hui, il n'est pas rare que 4 générations d'une famille se côtoient, et demain, il se pourrait que 5, puis 6 générations soient contemporaines les unes des autres. Ou encore, même que les frontières entre générations qui ont déjà commencé à se brouiller, elles continuent de se brouiller. Donc, ce que nous allons faire de l'intelligence artificielle dans le domaine des sciences et des technologies, de la santé, ou encore pour permettre de rétablir de nouveaux équilibres écologiques, bien sûr, il aura un impact sur les générations futures. Mais plutôt que d'envisager cette responsabilité, finalement, sur le seul plan de la morale et de l'espérance existentielle et symbolique que nous projetons sur nos enfants ou sur nos petits-enfants, il nous paraît utile de la penser en se disant que même après-demain, dans 50 ans ou dans un siècle, elle pourrait être notre responsabilité vécue. Voilà, je vous remercie.